dossier ce matin sur la situation personnelle d'une femme qui travaillait au ministère du Revenu, qui était une cadre au ministère du Revenu, qui a... On ne sait plus trop si elle a pris sa retraite ou pas. Officiellement, elle prend sa retraite à la fin mars 2016. Vous allez me dire que c'est loin, c'est à la fin de l'année prochaine. C'est dans plus qu'un an d'ici, la fin du printemps prochain. Mais de l'autre côté, elle est déjà partie. Pourquoi? Parce qu'elle avait cumulé quelque chose comme 200 journées de maladie. Dans le secteur public, au fil des années, tu ne prends pas tes journées de maladie, c'est reporté d'une année à l'autre, et des vacances, etc. On en fait évidemment un gros cas ce matin. Je vais vous dire, moi, personnellement, j'ai vraiment pas sursauté, là. J'ai l'impression que beaucoup de retraites dans le secteur public et parapublic se planifient comme ça, sans vouloir rien caricaturer. J'en connais, j'en ai entendu très souvent des histoires. Bon, peut-être, vous allez me dire peut-être que 13 mois, un peu plus que 13 mois, peut-être que c'est vraiment un cas extrême d'accumulation. Mais des gens qui prennent leur retraite, mettons, qui disent, regarde, je pars au printemps, mais dans le fond, ma vraie retraite commence l'automne prochain. Peu importe, des 6 mois, 8 mois, on entend ça vraiment très régulièrement. Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal est avec moi. Bonjour. Bonjour. C'est pas exceptionnel, c'est pas vraiment rare, c'est pas illégal comme cas. Non, c'est pas illégal, ce n'est pas un cas unique, mais évidemment, ça arrive dans un contexte précis, celui de négociation de conventions collectives entre l'État et ses employés. Alors, c'est peut-être pour ça que ça a fait autant jaser. Et évidemment... Bon... Et la question des congés de maladie, Martin Coiteux a ça dans la mire. Absolument. C'est sur la table de négociation en ce moment. Donc, il faut dire de celle que Michel Hébert a qualifiée de Madame Bonheur, qui a partagé toutes les activités qu'elle allait faire. Oui, parce qu'elle raconte que dans l'année, elle va faire du ski, des voyages. On est bien content pour elle. Ah oui, tant mieux. Et elle y a droit. Elle a bien joué les règles du jeu telles qu'elles sont écrites à l'heure actuelle. Donc, c'est l'enjeu de la négociation. Est-ce qu'on doit les réécrire? Quelque part, pour un économiste, c'est vraiment un cas type où elle a réagi aux incitations. On lui a dit... Donc, d'un point de vue d'économiste, elle a fait ce qui était le plus logique pour elle. Là, oui. Puis pourquoi? Parce que quand on reporte nos journées maladie, les journées maladie qu'on prend une année, elles sont payées au salaire de cette année-là. Si on les reporte l'année suivante, elles sont payées au salaire de l'année suivante. Si on les reporte à la fin, elles sont payées finalement au meilleur salaire. Fait que dans le fond, elle a des journées de maladie qu'elle n'a pas pris, mettons, en 1992, que là, elle va avoir payé, mettons, au salaire de 2000. Absolument. De 2015. Donc, en fait, on peut calculer qu'elle n'a pas été malade à peu près ces 17 dernières années. Ça, Yuri, il faut l'aborder. Parce que je le sais, là, je l'ai déjà entendu que ça se fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu commences cette accumulation des journées de maladie, tu deviens ambitieux, puis à un moment donné, tu regardes ta barouette, j'ai un mois, un deuxième mois. Ça devient comme un objectif, quasiment comme quelqu'un qui accumule de l'argent dans son REER. Tu accumules de l'argent, t'accumules des jours dans ta banque de vacances. Et si tu es malade un matin, tu vas avoir une incitation à ne pas inscrire. C'est-à-dire que si les gens autour de toi, mettons, tu travailles dans un petit département, un petit bureau, un bureau régional d'un ministère, puis tout le monde est chum, personne ne va te dénoncer, personne ne va te stouler. Et donc, les gens viennent à ne plus inscrire leur journée de maladie quand il est... je dis pas quelqu'un qui est très malade une longue période, qui a un cancer, mais une grosse grippe, tu rentres pas au bureau, on ne l'inscrit pas à nulle part. Donc, même les journées où tu as vraiment été malade, exact. Tu les reportes, tu les gardes quand même, là. Ça détourne le sens, finalement, de cet avantage des journées maladie. Puis, en toute logique, on comprend pourquoi c'est le cas, mais ça arrive très peu au privé. Et c'est là aussi où ça choque, c'est de dire, c'est pas une situation unique dans la fonction publique. Est-ce qu'il y a des entreprises privées? On me dit que dans certaines grandes entreprises privées, le même genre de système existe, que tu reportes des journées de maladie. Puis... Ça arrive. Donc, évidemment, c'est beaucoup moins généralisé, mais ça arrive. C'est des pratiques de rémunération, mais évidemment, dans le secteur privé, par exemple, on va, par exemple, transférer la moitié des journées maladie en banque. Donc, si on n'a pas pris 4 jours maladie une année, on va ajouter 2 journées maladie à la banque de l'année suivante. Donc, il y a vraiment une perte de valeur. Les autres disparaissent. Là. Exact. Ou on les rachète financièrement, on les paye. Ou on les paye. Alors, donc là, où on paye 100 aussi. On paye les 4 jours, par exemple. Il y a 4 jours maladie qu'on n'a pas pris dans l'année, on les paye. Et c'est ce que Martin Coiteux, au Conseil du Trésor, propose de faire. OK. Martin Coiteux a ça dans sa mire, mais il réagit à un dossier qui existe déjà au Conseil du Trésor du Québec depuis des années. Et même au fédéral, la même affaire est ressortie. Quand on regarde la dette du Québec, là, puis je suis retourné sur le site du ministère des Finances ce matin sur Internet, il y a toute la composition de la dette. Et dans la composition de la dette, il y a toutes sortes... Il y a un des derniers blocs, ce sont les jours de maladie qui sont dus à des employés. Et au dernier chiffre, on en avait pour 3/4 d'un milliard.
Oui, bien c'est ça. Donc, ça fait quand même pas mal substantiel quand on considère... Donc, la valeur de ces jours-là... Pour tous les fonctionnaires, hein? Et donc, c'est ça. Pour le gouvernement, c'est une dette, parce qu'il va falloir le payer un jour ou l'autre. Que ce soit à la fin, là, justement, juste avant la prise de la retraite. Mais ils sont accumulés, on a promis de les payer. Ça fait partie de la dette du Québec, effectivement. Fait que si en 2010, on avait pour 3/4 d'un milliard, on peut penser qu'aujourd'hui, on est peut-être rendu à une valeur de proche d'1 milliard. D'avoir dans la dette du Québec, il y a 1 milliard en congés de maladie dus. Qui n'ont jamais été pris et qui sont dus. Si c'est pas cumulable, si c'est rachetable à chaque année, au moins, cette dette-là ne montre plus et il faudra peut-être considérer, dans le fond, à rembourser cette dette-là pour plus l'avoir. Le message de ça, par exemple, pour les syndicats, c'est un dossier qui est sensible ce matin. Ils ne doivent pas être tellement contents que l'histoire sort. Moi, ma réaction, c'était un peu... Est-ce qu'on est vraiment dans l'austérité? Non, mais c'est vrai, on se dit... Pour moi, l'austérité, c'est que tu coupes là où ça fait mal. Mettons qu'on changeait ça, là, puis qu'on ait journée de maladie, on jouait. Est-ce qu'on est vraiment dans l'austérité? Est-ce qu'on est vraiment à aller couper là, dans l'os, comme on nous dit, là où ça fait mal? Ou on fait juste remettre de l'ordre dans certains abus qui se sont installés au fil des années? Bien, c'est ça. Ça, c'est un cas où je pense que même le syndicaliste le plus convaincu, le plus militant, va reconnaître que de transformer les règles autour des journées maladie ne remet pas en question le rôle de l'État québécois, ne remet pas en question les services publics. Fait qu'on est parce que madame-là ne donnera pas beaucoup de services dans le prochain 13 mois. Là. Elle donnera pas beaucoup de services, d'une part, puis d'autre part, puis on s'amuse, là, mais je suis pas sûr qu'elle va aller manifester contre l'austérité non plus. Hein? Je pense qu'elle va... Elle sera pas solidaire. Exact. Donc, quand elle va voyager, ou elle va peut-être penser à ses collègues, mais elle ira peut-être pas manifester en disant arrêtez les coupures. Je pense que c'est un cas, dans le fond, qui illustre que quand on dit qu'il n'y a plus de gras à couper, on est rendu à remettre en question les services, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a encore du jeu. Puis il faut s'y attaquer. Il faut s'y attaquer honnêtement de bonne foi en disant les règles actuelles conduisent à ce genre de comportement-là qu'on peut qualifier de déviant, qui n'étaient pas prévus au départ, puis vraiment qui sont exagérés. Dans les derniers jours, on a eu quand même une étude de l'Institut Fraser il y a quelques jours, différentes répliques. Tout ce vieux questionnement, est-ce qu'au global, les employés du secteur public sont mieux traités que ceux du secteur privé? Évidemment, si on regarde la rémunération, les gens du secteur public n'ont pas été gâtés ces dernières années. Ils ont été gelés, augmentés d'1 %, ce qui fait que leur rémunération est maintenant rendue c'est-à-dire que leur salaire en bas du secteur privé, mais ils ont d'autres avantages, sécurité d'emploi. Si on essaie de regarder ça objectivement, là. Oui, objectivement, parce que c'est pas facile, hein? Oui, non, c'est ça. Et même moi, là, j'ai tendance à regarder ça et à me dire, mais attention, est-ce qu'on oublie des éléments? C'est pas évident à comparer, mais effectivement, en termes de salaire... Parce qu'exemple, la sécurité d'emploi, comment ça vaut, là? Ça vaut-tu 5 8 10 de salaire? Bien, de façon intéressante, il y a une étude qui a été faite en Australie. Donc, est-ce que c'est comparable? Ça doit ressembler à l'ensemble du Canada. Au Québec, on a peut-être des particularités culturelles, mais ça ressemble, somme toute. Et l'évaluation qui avait été faite, dans le fond, pour convaincre des gens de renoncer à leur permanence en emploi, combien il fallait leur offrir de plus en salaire? Ils ont fait l'exercice, on t'offrirait du salaire jusqu'à temps que tu renonces à ta permanence? Bien, donc, on a fait l'exercice, ça prenait combien? Un peu théorique, entre 7 et 21 de plus de salaire. Donc, ça a une valeur assez considérable. Et quand on regarde l'écart de salaire, bien, l'écart de salaire, en fait, de rémunération, incluant les avantages sociaux, il est environ de 7 Donc, quand on prend en compte la sécurité d'emploi, on rajoute justement de 7 à 21 tout à coup, c'est le secteur public qui est mieux rémunéré. Hein? Le fonctionnaire gagne plus que dans le secteur privé si on prend en compte la valeur de la permanence en emploi. Merci beaucoup, Yuri. Sujet dont on risque de parler à répétition d'ici la fin des négociations du secteur.